Salam alaikum, Azul Filawen, bonsoir. Les avocats se révoltent et c'est une bonne chose. Cependant, sont-ils déterminés à aller jusqu'au bout de leurs revendications, à savoir l'indépendance de la justice et l'arrêt des injonctions de la tutelle, qui est symbolisée en la personne de Zarmati. Cette justice aux ordres qui a fait tant de mal aux citoyens algériens et au pays. Jusqu'où iront-ils, si ce n'est déclarer une grève d'une semaine? Ont-ils évalué la trajectoire de leur action? Est-ce que cette grève sera suivie par l'ensemble des barreaux? Nous avons vu dans un passé récent une humeur de certains magistrats qui a suscité un immense espoir, resté hélas sans effet. Avoir probablement été traité dans la nuit par certains services de l'État. Il y a certainement des fonctionnaires, des magistrats, des avocats courageux ayant le pays chevillé et qui pourraient ensemble entamer une action forte et concertée. Peut-on rêver que tous ces différents professionnels qui fondent la justice fassent œuvre commune pour libérer le pays de ces véritables cancers que sont une justice aux ordres et une justice corrompue? En préparant cette émission, la nouvelle tombe comme un éclair. L'ex-député Khaled Tazarat a été condamné ce dimanche 27 septembre à 1 an de prison ferme, avec mandat de dépôt par le tribunal d'Arbou dans la wilaya de Béjaïa, indique le Comité national pour la libération des détenus. Encore une condamnation qui a pour but de faire taire les voix qui réclament la rupture avec le système. C'est une nouvelle dérive de la nouvelle Algérie. Jusqu'où ira le régime dans sa logique sécuritaire? Peut-on faire taire la majorité d'un peuple qui demande des réformes profondes, pas cosmétiques? Comment le pouvoir pourra gouverner sans son peuple? Est-ce que ce régime pourra continuer à gouverner l'Algérie avec les mêmes méthodes, les mêmes mécanismes et surtout les mêmes visages? L'instrumentalisation de la justice pour faire taire les voix libres est un signe de faiblesse de ce régime. Comment peut-on expliquer le discours de Tebboune devant l'Assemblée générale des Nations Unies, qu'il expose tout ce que le pays vit en interne en se faisant un plaidoyer pro-démon concernant les pseudo-réformes qu'il est en train d'initier? Que cherche Tebboune à travers son plaidoyer? Une légitimité à l'international, lui qui a un déficit de légitimité à l'intérieur. Face à la révolte des Algériens qui voient leur pays s'enfoncer encore plus face à une crise politique sans précédent. La révolte des avocats aura pour effet de redynamiser le Hirak et rendre de l'espoir à ces millions d'Algériens laissés pour compte. Le régime de Tebboune ne peut rompre qu'avec ce type de rapport de force corporatiste qui en appellera d'autres inévitablement. Ce serait une avancée concrète pour notre révolution. L'heure est au rassemblement de toutes les forces saines du pays. Ces forces actives de leur propre avenir seront celles qui libéreront le pays. شبيبة نايضة راو داير روحو ما يسمعش المزبلة واجدة والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسة ماكلات صفحتكم ما نطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات الأميمة ما نسات جبدتها اللي نشوات 10 سنين تيروريزم وزدتو 20 ما كفات زوالي ولد بلاد جدو كي جدي عليها مات يا الخاين لاقت بك من يدك هربت ما ولات تروح وقاع تطير وقاع ويبقى غير الحجر في القاع يا مالك الضيبع بقرت لي تماما تنباع توكسيك توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خديك من البوليتيك توكسيك توكسيك راها توكسيك تتنحو قاع افيك من ريفوليسيون باسيفيك يا بنتي ما نهناش ملكية ما نربراش واش ما خسرناش في درة العياش شبيبة ما تعياش على بلادي ما تفرق
خفنا عليها زمان من الغلطة نتاع زمان غصة في القلب سكتنا باش تبقى هي فمان طال الحال شاب زوالي من التخمام غرقتو في الزط لا راضي زيسبيري ما يلام يا القاضي عدل في حكام كاين ربي فوق المال موحدو كيتو هو البندية ما عليه كلام شفنا بعينينا سنين وبقينا حاصلين بين وبين بين حكم الميت ولا الشر وكلاش القتالين طحتو في اليدين ما نسمحو اليوم الدين نموتو ماش خسارة وتبقى بلادي في العينين ضحيتو بالقلاليل مازال شافيتي بنتورين باسي كريمينال تروحو فيها قاع يا السراقين حرية لا بديل طولنا ومبقيناش خايفين خرجنا قلنا كلمتنا وللور ما رانا راجعين حرية لا بديل طولنا مبقيناش خايفين خرجنا قلنا كلمتنا وللور ما رانا راجعين. La colère des avocats relance la reprise du Hirak, c'est le titre de notre émission ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Maître Nabila Esmaïl, qui est avocate militante des droits de l'homme depuis Alger. On aura aussi Maître Issa Rahmoun, avocat et vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme depuis Alger aussi. Maître Zoubida Assoul, avocate et présidente de l'UCP, du parti l'UCP depuis Alger. Et Mohamed Lamine Magnin, qui sera avec nous aussi, journaliste depuis Alger. On va commencer avec Maître Nabila Esmaïl qui est avec nous. Nabila Esmaïl, bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci à vous de m'avoir invité. Merci Nabila Esmaïl. Maître Nabila Esmaïl, donc cette colère et cette révolte des avocats, comment l'expliquer et pourquoi aussi cette colère? Écoutez, cette colère, elle est présente depuis très longtemps, depuis les premières arrestations de juin 2019 pour l'emblème Amadir. Sauf que nous avions réagi, et il y a eu quand même l'adhésion de certains bâtonniers, et même de l'union des avocats de l'Union nationale des algériens. Et nous avions espéré que cette dynamique, que cet accompagnement allait être une sorte de bouclier pour pouvoir être en sécurité. Mais je crois que chemin faisant, beaucoup ont laissé tomber la cause noble des avocats qui consistait à défendre des innocents et à défendre des citoyens qui ont été réprimés parce qu'ils ont démontré et réclamé des droits constitutionnels et sans avoir commis aucun délit et aucune infraction. Chemin faisant, beaucoup ont laissé tomber cet accompagnement et le filtre a fait que le collectif des avocats, que je salue, que je remercie, a continué le chemin, a continué à se battre, à être témoins. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que les avocats qui ont assisté à ces centaines de procès à travers toutes les wilayas du pays se sont rendus témoins de la gravité de la dérive judiciaire. Quand vous ouvrez, quand vous étudiez des dossiers où vous trouvez que l'information et que l'enquête préliminaire a été ordonnée par des officiers et pas par le procureur comme le stipule la loi, quand vous lisez que sur rapport, sur information et sur rapport, il y a eu, ils sont rentrés dans le compte Facebook de X ou Y qui a publié ceci et cela, nous avons été témoins d'une dérive que même dans les plus sombres années de l'Algérie indépendante, il y avait un minimum et un fil de respect de forme. Et là, nous sommes devant un appareil judiciaire qui a tout broyé, ni forme, ni fond. Quand vous avez des juges certains magistrats donnent l'impression d'être Nabila Esmaïl, je pense qu'on a perdu Maître Nabila Esmaïl. On va essayer d'avoir avec nous dans un petit moment Maître Issa Rahmoun qui est avec nous aussi via Skype.
Avant de le prendre, on va essayer, si c'est possible, les techniciens de regarder cette vidéo, la vidéo que les avocats, donc cette révolte des avocats à Alger et un peu partout aussi dans le pays, mais pas seulement à Alger. On regarde la vidéo et on essaiera d'enchaîner avec Maître Issa Rahmoun. قضاة التعليمات المحامي لا يهان دولة مدنية ماشي عسكرية. Vous avez entendu les avocats, donc cette colère des avocats devant le tribunal d'Alger, je pense. Nabila Ismail est de retour, on me dit elle est avec nous. Je vais essayer de finir avec que Nabila Ismail finisse ce qu'elle était en train de dire. Après je vais enchaîner avec Maître Issa Rahmoun. Nabila Ismail, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, je vous entends très bien. Très bien. Donc, on a été coupé. Vous avez entendu donc dans cette vidéo qu'on a fait diffuser. Donc, c'était les avocats, bien sûr, aujourd'hui. قضاة التعليمات المحامي لا يهان دولة مدنية ماشي عسكرية. Oui. C'est extraordinaire parce que quand on reproche à l'avocat de scander des slogans politiques, moi je ne sais pas qui c'est qui va faire de la politique si ce n'est pas un avocat. Parce que là, moi, ça me réconforte d'entendre ces slogans lors du sitting d'aujourd'hui. Parce que ce qui s'est passé à la cour d'Alger, il ne faudra pas qu'on s'égare. Il ne faut pas qu'on essaye de suivre l'interprétation du pouvoir et des représentants du pouvoir à travers le communiqué qui a été fait par le parquet général d'Alger et le président du syndicat des magistrats. Parce que c'est ce communiqué qui a un petit peu embrasé la situation à partir du moment où il explique ce qu'il explique alors que les faits ne sont pas les mêmes. Il ne faudra pas qu'on s'égare dans la mesure où un avocat, nonobstant son titre de bâtonnier, un avocat a été sommé de quitter la salle et quand il a refusé, on a appelé la police. Alors il y a une double violation parce qu'il y a la loi régissant la profession de l'avocat, notamment dans ces articles qui parlent de l'incident d'audience qui devrait obliger le président de séance de lever l'audience et de demander un représentant du bâtonnat et un représentant du parquet ou le représentant du président de la cour pour que chacun fasse le rapport et essayer de régler le problème. Ça ne peut pas se produire en salle d'audience. Donc, il y a eu d'abord une atteinte à la loi régissant la profession d'avocat. Ensuite, il y a eu une atteinte à la dignité de l'avocat. Et plus grave encore, on ne peut pas dire que ça ne nous concerne pas parce que ça s'est passé lors du procès d'Al-Isaba. Il y a des faits, on ne peut pas lui dénier son droit à un procès équitable. J'aurais ramené Hitler pour le juger, j'aurais tout fait pour lui garantir un procès équitable. Ensuite, la condamnation, ça c'est le fait des juges. Mais il faut respecter le droit d'un justiciable qui en plus est jugé à distance, qui n'a pas... Vous savez que quand le Hadil Muhakama an Bouad, alors vous avez la connexion qui est coupée, vous avez les bureaux qui sont juste à côté du bureau d'où parle le détenu. Donc toutes les conditions, vous posez des questions, il ne vous entend pas, il donne des réponses, vous ne l'entendez pas. Donc pourquoi
cautionner des procès expéditifs pour assouvir une vengeance. Très bien. Restez avec nous, Maître Nabila. Je reviendrai à vous, Maître Nabila Smaïl. Restez avec nous. Maître Aïssa Rahmoun, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat et vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Maître Aïssa Rahmoun. Bonsoir, c'est Nasser. Bonsoir, Nabila Smaïl et tous les amis et spectateurs de Daoura Santé. Merci, Maître Aïssa Rahmoun. Maître Aïssa Rahmoun, la colère des avocats hier, aujourd'hui, elle nous fait rappeler, bien sûr, donc la colère des avocats pendant 2019, donc aussi leur mouvement qui était très apprécié par les Algériens qui faisaient partie de cette révolution des sourires. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de refaire le même mouvement des avocats qu'on a connu pendant 2019 ? Je pense qu'il y a trois colères qui s'est exprimées à l'occasion des rassemblements d'aujourd'hui. Parce qu'au départ de la révolution des avocats du 28 février 2019, à l'occasion de la première marche nationale des avocats tenue à Tizi-Ouzou, à l'appel du collectif des avocats pour le changement et la dignité. Je pense qu'il y a une fois colère à la fois que c'est une triple rupture qui s'exprime dans le des avocats. La première rupture, c'est avec l'ordre établi dans les barreaux, avec tous les autoritarismes qui s'exercent sur les avocats dans les barreaux. Parce que la loi portant profession d'avocat donne le plein pouvoir aux membres du Conseil, en particulier le bâtonnier, ça c'est les textes, ça c'est la loi portant profession d'avocat, une loi légiférée par un Parlement qu'on connaît tous. La deuxième colère, c'est la colère des avocats militants du Hirak, qui ont par leur engagement, assisté à la majorité des procès des détenus du Hirak et sur un nombre important d'avocats à l'échelle nationale. Il faut retenir que probablement 300 à 400 morts de confrères et de consoeurs qui sont présents sur le terrain, même si les confrères et consoeurs étaient présents avec nous, avec le cœur, avec les moyens du bord, avec ce qu'ils pouvaient faire comme travail. La troisième colère, et c'est la colère la plus importante, c'est la colère contre le régime en lui-même. Quand on entend Zermati dégage ou la Nathalie Amachi, Askaria, c'est tout, parce que le ministre beaucoup d'années. L'établissement ces libertés, pour ces droits les plus élémentaires, et un des droits le plus élémentaire dans Maître Aïssa Rahmoun, on va essayer de vous reprendre par téléphone si c'est possible, parce qu'on a beaucoup de mal à écouter, donc à comprendre ce que vous êtes en train de dire. Ça se coupe, donc la connexion malheureusement est très mauvaise. On va essayer de reprendre Aïssa Rahmoun par téléphone si c'est possible. Je reviendrai à vous, Nabila Smaïl. Est-ce qu'on peut comparer cette colère ou ce mouvement qu'on a vu bien sûr hier, aujourd'hui, du même mouvement de colère qu'on a vu en 2019, où les avocats sont sortis, bien sûr, appuyer les revendications du Hirak et aussi appuyer la revendication principale que la justice soit indépendante. Mais je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui est une réponse à ceux qui croyaient qu'après le 12-12, il pourrait y avoir un état de droit. C'est pas vrai.
Ce n'est pas vrai, parce que les élections du 12-12 n'ont pas légitimé le pouvoir, ils ont remplacé un vide, c'est tout. Il y avait un poste vacant, on a ramené quelqu'un pour l'occuper. Donc c'est le même système. Alors la réaction d'aujourd'hui, heureusement qu'il y a eu cet incident à la cour d'Alger pour rappeler à certains avocats qu'il ne s'agissait pas d'un jeu d'enfant ou d'une récréation. Que ce qui s'était passé en 2019 quand les avocats sont descendus dans la rue, c'est pour dire basta, on réclame une justice indépendante et à cette époque-là, nous avons été réconfortés par la position des magistrats qui sont aussi descendus dans la rue le 26 mars, où je ne me souviens pas exactement de la date, mais ce qui se passe aujourd'hui est une preuve. Moi j'étais un petit peu, je dirais pas que j'ai un petit peu rigolé, mais j'ai un petit peu tiqué quand j'ai entendu les confrères que je respecte énormément dire Zarmati. Maître Nabil Esmaïl, je pense qu'on a une coupure de Maître Nabil Esmaïl. On va essayer donc d'avoir nos invités très rapidement. Malheureusement, ces jours-ci, avec le réseau, c'est pas facile. Donc, chaque fois, ça coupe. Est-ce qu'on a... Maître Issa Rahmoun est avec nous? Maître Issa Rahmoun, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, parfaitement. Ah ben, très très bien. Je pense que la communication est beaucoup meilleure par téléphone que par Skype. Maître Issa Rahmoun, on vous a pas très bien compris. Bien sûr, ça se coupait. Est-ce que vous voulez reprendre votre analyse? La question était, est-ce que vous pensez que cette colère et le mouvement qu'on a vu aujourd'hui des avocats, est-ce qu'il ressemble au même mouvement qu'on a connu en 2019 et qui appuyait donc les revendications du peuple algérien? Oui, je pense que c'est un peu plus important, plus intense, ça va être plus intense. Parce que là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'une triple colère, de trois colères à la fois qui s'expriment. La première colère, c'est ce que vous savez que la loi portant régissant la profession des avocats donne des pouvoirs exorbitants, des pouvoirs d'un tsar pour le bâtonnier qui le met dans la sphère de l'homme, de l'avocat, autoritaire dans la corporation. Ça, c'est une première révolte, une première colère des avocats, parce que les avocats, au niveau de la base, souffrent effectivement de ce texte de loi. Deuxième colère, c'est la colère des militants avocats qui sont impliqués dans le Hirak. Il faut pas se voiler la face, comme on dit. Il y a à peu près 300-400 avocats qui sont impliqués dans la révolution du peuple algérien et dans la défense des détenus du Hirak. La troisième révolution, le troisième cri de révolte, et c'est le plus important à mon sens, c'est contre ce régime qui, depuis le 22 février, veut se refaire une virginité, n'arrête pas de provoquer et les activistes et qui échappent à toute règle de procès équitable. Parce que le procès équitable, effectivement, comme m'a précédé ma chère consoeur Nabil Esmaïl, ce n'est pas un cadeau qu'on fait à une catégorie de citoyens qu'on refuse à une autre catégorie. Effectivement, un procès équitable nécessite déjà une équitabilité dans l'enquête préliminaire, dans la poursuite, dans l'instruction, dans le droit à avoir tous les documents liés au dossier, dans le droit de consulter son client ou le prévenu à l'occasion de séances de travail en toute liberté, sans aucune contrainte, et ce droit à être présent et plaider comme on veut. Aujourd'hui, même si là on a entendu qu'un procureur avait demandé un acte à l'occasion d'une plaidoirie d'un confrère et d'une consoeur pour pouvoir les poursuivre en justice. On a vécu la même chose à Borj Barerij avec le confrère Mounir Gharbi, où le président de siège avait demandé un acte
pour éventuellement le poursuivre en justice. On a vécu ça aussi à Tizi Ouzou à l'occasion d'une affaire du Hirak. Donc tout ça est une provocation pour le dernier rempart je dirais que le dernier rempart de la révolution du peuple algérien du 22 février, qui est la défense et les avocats. Donc, on a vu aujourd'hui, donc la nouvelle est tombée, Maître Issa Rahmoul, que l'ex-député Khaled Tazarart a été condamné ce dimanche, aujourd'hui, à 1 an de prison ferme avec mandat de dépôt par le tribunal d'Arbou. Comment vous réagissez à cette condamnation, Maître Issa Rahmoul? Écoutez, Khaled Tazarart est un camarade, aussi un militant très impliqué, non seulement du 22 février le Lyon, mais bien avant. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui à l'occasion de notre passage à la faculté d'Alger. Vous savez, Khaled Tazarart, c'est l'un des députés qui ont démissionné, qui ont remis leur mandat à l'Assemblée nationale populaire juste après le déclenchement de la révolution. Il n'a pas cessé d'être présent dans tous les procès intentés aux activistes du Hirak. Il n'a raté pratiquement aucune marche, aucune manifestation. C'est un activiste, un militant qui n'a pas perdu ses valeurs, qui n'a pas perdu son engagement. Maintenant que ça ne peut pas échapper à la logique autoritaire. Souvenez-vous du cas Karim Tabou, du cas Dravni, du cas Sikhdar Boulga, Boumala et tant d'autres de jeunes inconnus, je dirais, mais qui sont aujourd'hui devant les tribunaux, devant les cours de justice en Algérie. On doit que dénoncer, on doit que s'indigner, encore une fois, devant ce genre de poursuites, de présentation, de traitement de dossiers et de condamnation à la fois. Le régime, je dirais que le régime est dans sa dernière phase de panique. C'est la panique générale. Pourquoi? Parce que à la veille du 1er novembre, date de la révolution du peuple algérien, le régime veut pervertir, veut encore travestir cette date symbolique pour faire perdre tous les repères au peuple algérien. Et l'une des méthodes employées par le régime actuellement, c'est la multiplication des procès pour faire peur aux citoyens, pour faire peur aux jeunes Algériens. Force est de constater que chaque vendredi, des étincelles du Hirak, on les voit un peu partout. Et ce n'est pas avec ces manières, avec ces poursuites, que le régime va avoir raison de la révolution du peuple algérien. Pourquoi ces condamnations? Donc, vous êtes en train de dire que c'est un signe de faiblesse de ce régime. On a vu bien sûr la condamnation de plusieurs détenus politiques, du journal Strar el-Darani, d'autres journalistes aussi, et là d'un ex-député qui est Khaled Tazarart. Quel message veut passer le régime aux Algériens? Vous savez, là, on dit que chasser le naturel, il revient au galop. C'est l'histoire du scorpion et du crocodile voulant traverser une rivière. Et le crocodile, intelligent qu'il est, suspicieux du scorpion, demanda. Alors, si vous me piquez, on va tous périr et on va se noyer. Le scorpion répliqua par une promesse en lui disant si je vous pique, on va les deux sombrer, donc j'ai pas intérêt à faire ça. Et au bout du chemin, le scorpion piqua quand même le crocodile et les deux ont sombré dans l'abîme, dans les abysses de la rivière. C'est la nature du régime. Un régime qui est bâti sur la violence institutionnel, un régime qui est bâti sur la violence de son exécutif, sur la violence de son appareil judiciaire, sur la violence de toutes les institutions de son administration. C'est un régime qui n'est pas prêt à être réformé de l'intérieur. La seule issue et la seule voie
pour le peuple algérien. C'est le changement du régime en dehors de ces institutions, en dehors du régime lui-même, en dehors du pouvoir. Donc, effectivement, on est très désolé, très indigné, très en colère par rapport à ces procès intentés aux activistes. Mais je pense que Sir Khaled Tazarat lui-même, je connais très bien la fougue et la grinta du militant, il va automatiquement nous dire que le pouvoir est dans son élément, je suis dans mon élément. Un militant en Algérie est soumis à ce genre de pression et peut-être à chaque fois jeté comme ça en prison pour des opinions, pour ses idées. Et du coup, donc, le régime est dans son élément, le peuple doit être aussi dans son élément, car le combat n'est pas prêt de cesser. Le combat continue. Très bien. Restez avec nous, Maître Issa Rahmoun. Vous êtes en train de dire que le combat va continuer. Maître Nabil Esmaïl, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Maître Nabil Esmaïl, pourquoi donc on voit ces condamnations qui sont en train de s'accentuer ces dernières semaines? Aujourd'hui même, donc, la condamnation de Khaled Tazarat à un an de prison ferme avec mandat de dépôt par le tribunal d'Arbou. Que cela signifie? Quel message veut le régime faire passer à travers ces condamnations? D'abord, en utilisant l'appareil judiciaire comme un appareil de répression, il va apparaître comme un régime qui préserve les lois ou qui préserve la santé publique, parce que le docteur Khaled Tazarat lui a mis beaucoup d'infractions à l'intérieur, comme quoi il aurait mis en danger la santé publique. Donc, après avoir modifié la loi sanitaire pour en faire un code pénal bis, c'est devenu un tout volant, c'est-à-dire tout est mis dedans. Donc, moi je pense... Nabil Esmaïl, on l'a perdu encore une fois, Nabil Esmaïl, des coupures qui sont dehors de notre responsabilité malheureusement. Maître Issa Rahmoun, je vais revenir à vous. Maître Issa Rahmoun, vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis toujours là. Oui, malheureusement, on a perdu Nabil Esmaïl. Je vais revenir avec vous, Maître Issa Rahmoun. Maître Issa Rahmoun, comment donc vous voyez le rôle des avocats? Il y a beaucoup d'Algériens qui pensent que cette révolte des avocats est un acte psychologique pour les Algériens pour retrouver leur révolution. Est-ce que vous pensez que ça joue psychologiquement positivement en faveur du retour du Hirak? Écoutez, je pense qu'il faut un peu remettre les pendules à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas surcharger les avocats. Il ne faut pas les surcharger. Il ne faut pas que cette corporation soit la seule corporation ou la seule profession ou les seuls avocats qui vont être avec le Hirak. Je vous donne un exemple. C'est un exemple concret. Quand des jeunes militants du Hirak, des activistes du Hirak, se font tabasser, se font violenter, agresser par les services de l'ordre. Vous savez que dans la procédure, le droit de se présenter devant un médecin et se faire ausculter par un médecin, ça existe dans la procédure. Et là, les médecins aussi doivent intervenir pour tirer la sonnette d'alarme et dire en fin de compte que la police judiciaire, les services de sécurité nous ont présenté telle ou telle personne qui était dans un état critique, qui souffrait de maladies, qui était tabassée, qui était violentée par les services de l'ordre. La responsabilité éthique et morale des médecins aussi est engagée. Ce n'est pas seulement la lutte des avocats. C'est notre mandat d'être présent, d'ailleurs, à la création du collectif des avocats pour le changement et la dignité. On s'est donné trois triptyques et trois missions importantes. L'alerte, la vigilance et l'accompagnement. L'alerte quand il s'agit de dérives autoritaires de l'appareil judiciaire, la vigilance
quant au discours à tenir, quant aux attitudes à prendre pour un activiste du Hirak sur le terrain de la lutte et l'accompagnement, parce que le peuple, effectivement, le citoyen aujourd'hui, il a besoin de sécurité, de protection de différentes corporations. Donc, vous savez, la révolution en Algérie, l'élite, elle est ce qu'elle est. Vous savez que beaucoup de camarades, beaucoup de nos repères du monde littéraire, du monde politique, du monde syndical, ont probablement choisi la voie la plus courte, la voie la plus rapide pour arriver à des fins de carrière rayonnantes. Le cas Belhimar est édifiant, je le dis clairement, mais que la classe moyenne, qui sont les avocats, les médecins, les syndicalistes, les militants associatifs, l'avocat ne doit pas être esseulé. Ce n'est pas un désengagement par rapport à notre mandat, on l'assume, mais des fois, il faut le dire, on se sent seul et on se sent abattu par non-assistance à la profession en danger. Réellement, on est en train de vivre ce calvaire par l'autoritarisme des bâtonniers, par l'autoritarisme de l'appareil judiciaire et du régime. Donc l'avocat, il affronte trois situations. C'est aux autres corporations aujourd'hui d'intégrer le front de la révolution, le front du développement. Est-ce que cette révolte peut inciter les autres corporations, comme vous êtes en train de le dire? Est-ce qu'elle peut pousser donc les autres corporations à rejoindre donc cette révolte et à relancer la révolution? La crainte est que ce que je crains du rassemblement d'aujourd'hui, par exemple, c'est que l'engagement des avocats soit détourné à des fins de revendication corporatiste, ce qui n'arrange pas effectivement la révolution, ce qui n'arrange pas les termes basiques politiques et sociaux avec lesquels la révolution était entamée. Par contre, si les autres corporations rejoignent les avocats dans des revendications corporatistes, c'est parti pour l'installation du régime et à la gestion de corporation par corporation, de réformette par réformette. On n'est pas sorti de l'auberge, comme on dit. Le seul pari, le seul défi qui attend la classe moyenne, comme je l'ai dit, c'est réellement d'établir ce pacte de confiance, ce pacte social entre les différentes corporations, les différents segments qui forment la société algérienne et qui sont très au fait de la réalité sociale, de la réalité politique, qui touchent du doigt le problème du citoyen, le problème de l'humain dans toutes ses dimensions. Que la revendication soit politique, vous savez, à un certain moment, ils nous ont complexés, nous les avocats militants, en disant que la profession, certes que la profession est noble, certes que la profession est importante dans les catégories sociales du peuple algérien, mais attention, la profession ne doit pas s'immiscer dans la politique. C'était la grave erreur. C'est ce qui a permis, avec tous mes respects aux autres fonctions, d'intégrer le Parlement, d'intégrer des institutions pour les faire vider de leur substance, les banaliser comme institutions et sombrer le pays, vraiment tirer le pays vers le bas. C'est pour cela que l'avocat aujourd'hui, à côté de son ami médecin, à côté de son camarade syndicaliste, à côté du littéraire, à côté du journaliste, doivent ouvrir ces perspectives inclusives pour espérer un lendemain meilleur. Très bien. Reste avec nous, Maître Aïssa Rahmoun. Nabila Smaïl est de retour. Nabila Smaïl, est-ce que vous pensez donc cette révolte des avocats peut appeler à d'autres révoltes de d'autres, et là je parle bien sûr de d'autres corporations qui peuvent joindre donc cette révolte et si on peut dire faire une avancée concrète par rapport à la révolution du sourire? Cette révolte est une je dirais, elle est nécessaire pour maintenir la revendication de la nécessité d'instaurer un état de droit. Parce qu'attention, c'est inédit que
les avocats disent basta et crient à l'intérieur des salles d'audience دولة مدنية ماشي عسكرية, parce que tout le monde sait que c'est une justice aux ordres. Moi, je dirais plus grave encore que même je crois que même dans les tribunaux militaires, il y a un peu de respect des formes qu'on ne retrouve plus dans les juridictions civiles. C'est extraordinaire à quel point les procès sont devenus des procès expéditifs. Nous n'avons plus des individus devant nous, nous avons des personnes robotisées à qui on demande de condamner pour faire peur. Et la révolte des avocats ne doit pas se limiter à une révolte contre un geste maladroit d'un magistrat qui aurait une histoire personnelle avec un avocat ou avec X ou Y. Ça, c'est une grave dérive parce qu'à partir du moment où vous êtes en train de plaider et que vous savez que ce magistrat ne vous entend pas, il ne vous entend pas, il est en train d'attendre que vous finissiez pour condamner. Donc, il y a un sentiment de caution. Moi, combien de fois je dis à mes confrères, mais nous sommes en train de jouer le rôle qu'on nous a donné. On est en train de jouer un rôle très dangereux parce qu'en rentrant dans ce procès-là, en plaidant jusqu'à 2 heures du matin pour avoir les mêmes résultats, ça veut dire que nous sommes en train de donner à cette justice l'argumentaire selon lequel les droits des détenus ont été préservés. Donc, quand vous cautionnez par votre participation, n'est-il pas, est-ce que ce n'est pas le moment de changer de tactique? Parce que là, on se sent impuissant, nous sommes des témoins de graves violations de la loi. La vocation d'un avocat, c'est d'abord de protéger la loi et de défendre la loi avant de défendre son client. C'est un contrat qui nous lie avec notre serment et avec les magistrats. Ce qu'il y a entre moi et les magistrats, c'est la loi. Je l'invite à appliquer la loi. C'est tout ce qu'il y a. Donc maintenant, cette révolte, est-ce qu'elle va encourager, est-ce qu'elle va booster la révolution? Il est très clair que même en étant présents dans les tribunaux, nous sommes en train de maintenir la révolution en vie. Parce que ça nous dérange de nous voir dans les procès, ça nous dérange de nous voir nous déplacer chez l'année, ça nous dérange de savoir qu'on est parti chez l'armée, ça nous dérange de demander quel est le sort de l'ICAS, pourquoi le procès de l'ICAS n'est pas encore... Ils veulent parce que, je m'excuse de le dire, il y a des avocats à la solde du pouvoir. Il y a des avocats qui accourent vers des militants pour négocier avec eux, je le dis et je l'assume. Très bien. Restez avec nous, maître Nabil Esmaïl. Restez avec nous, je reviendrai à vous. On a été rejoint par Mohamed Lamine Marnine, qui est journaliste depuis Alger. Mohamed Lamine Marnine, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonjour, monsieur Nasser. Marhaba bik. Merci pour l'invitation et à votre disposition. Yatik sah, c'est Mohamed Lamine. Merci beaucoup. Mohamed Lamine, comment peut-on lire je pense qu'on a un retour de son. Comment peut-on lire donc cette révolte des avocats, Mohamed Lamine? Allô? Je vous entends, Mohamed Lamine. Alors, je vous entends maintenant. Est-ce que vous pouvez... très bien. Vous n'avez pas entendu ma question, non? Oui, je n'ai pas entendu la question justement. Très bien. Donc ma question c'était comment peut-on lire donc cette révolte des avocats? Est-ce que vous pensez que c'est un rapport de force qui peut déclencher donc le retour de Hirak et suivi par d'autres corps? En fait, sincèrement, moi je ne considère pas ce qui s'est passé aujourd'hui une révolte d'avocats. On n'est pas arrivé là. Moi, je dirais que la symbolique du sit-in tenu aujourd'hui au niveau de la Cour d'Alger, c'est que tout le monde, c'est-à-dire à la fin, on rejoint un peu la manière de voir, c'est-à-dire des avocats du Hirak. Aujourd'hui, enfin, le sit-in qui a été tenu, c'était un sit-in en solidarité avec le bâtonnier qui défendait un homme d'affaires qui défendait les symboles qui ont fait les visages qui ont fait l'époque Bouteflika. C'est-à-dire, en finalité, c'est tout le monde maintenant qui est en train
de se plaigner c'est-à-dire des pratiques de la justice en Algérie. C'est-à-dire tout le monde maintenant se trouve face à une justice qui fonctionne pour régler des comptes, qui fonctionne après les coups de téléphone. Tout le monde le sait, c'est-à-dire les avocats du RIAC ont tout le temps critiqué ça. Maintenant, aujourd'hui, c'est d'autres avocats qui se sont trouvés face à la même justice, c'est-à-dire parce que, au final, c'est-à-dire la justice aujourd'hui, elle est en train en Algérie, elle est en train de gérer des affaires politiques, régler des comptes, que ce soit avec les détenus d'opinion ou que ce soit avec des hommes d'affaires et avec les visages qui ont fait l'époque Bouteflika. C'est-à-dire, en finalité, nous, en tant que, c'est-à-dire citoyens, journalistes, militants, nous revendiquons une justice libre, une justice qui ne subit c'est-à-dire qu'à la loi, c'est-à-dire qu'à appliquer la loi, c'est-à-dire la loi, c'est-à-dire Ahmed Ouyahia a le droit, d'être jugé d'une manière, c'est-à-dire réglementaire. Si par exemple, s'il demande le report, c'est-à-dire ici, la loi lui permet d'avoir un report d'un jugement, donc qu'il aura la même chose pour Ulmi, la même chose pour Tahkout, la même chose pour Haddad. Je ne dis pas, c'est-à-dire qu'il faut les libérer au quoi, non, mais c'est-à-dire il faut qu'il y ait une muhakama adila, comme on dit en arabe. C'est ça, c'est-à-dire, c'est ça les revendications, parce qu'en finalité, si on veut construire un vrai état de droit, il faut qu'il y ait une véritable justice indépendante et une véritable presse libre. C'est ça, c'est-à-dire, en finalité, c'est tout le monde qui est en train de revendiquer un état de droit. Aujourd'hui, même ceux qui ont soutenu... Parce qu'à un certain moment, excuse-moi, à un certain moment, il y avait certains avocats, c'est-à-dire, il faut le dire, il y avait certains avocats, enfin, il y avait des avocats du HIAC qui ont soulevé, en quelque sorte, des slogans politiques. Et certains avocats n'étaient pas très d'accord avec eux. Mais en finalité, comme a dit Bata Abdelghani Badi, il faut qu'il y ait un état de droit pour qu'il y ait une justice libre. En finalité, c'est ça la véritable revendication qu'il faut soulever. Il ne faut pas dire juste Al-Muhami la Yuhan. Oui, Al-Muhami la Yuhan, quand il y a une véritable justice indépendante. Il ne faut pas, c'est-à-dire, il ne faut pas construire une justice. Bon. Mohamed Lamine Marnine, je pense qu'on l'a perdu aussi, malheureusement. On a perdu Mohamed Lamine Marnine, non? On l'a perdu. On va essayer de revenir à Maître Issa Rahmoun. Maître Issa Rahmoun, je vais vous reprendre. Donc, Mohamed Lamine Marnine est en train de dire qu'il faut bien sûr construire un état de droit si on veut avoir une justice libre. Mais comment peut-on aller donc à cette revendication de construction de l'état de droit quand on voit que les choses vont de pire en pire, bien sûr, concernant le secteur de la justice? J'ai suivi avec beaucoup d'attention et d'intérêt l'observation et les commentaires de notre ami journaliste Mohamed Lamine. Il a apporté comme disait l'autre, il a apporté de l'eau dans mon moulin quand j'ai évoqué la triple colère des avocats. Parce que réellement, il se passe quelque chose de grave, c'est que le procès équitable, vous savez que l'Algérie a ratifié des textes, des conventions internationales, et que ces conventions sont énoncées dans la Constitution comme source de législation supraconstitutionnelle, ce qui leur donne une force importante dans le fonctionnement, la gestion de ce pouvoir et de cet appareil, de ce pouvoir, parce qu'en fin de compte c'est un pouvoir galvaudé en termes de concepts et de mots. À la fin, on l'a appelé appareil judiciaire en main du régime central. Effectivement, le procès équitable et dans les arènes de la justice est une condition sine qua non
pour bâtir une justice indépendante, une justice libre, avec une conscience du magistrat et de la défense, entre autres. Mais comment mettre... Je dirais comment... pour arriver à votre question, Smahli Sinassa, réellement, pour bâtir une justice équitable, une justice, un pouvoir judiciaire autonome, respectueux, tout ça ne peut pas se réaliser en l'absence de l'état de droit. Et actuellement, le régime actuel qui gère les affaires du pays est un régime anti-état de droit. C'est un régime anti-peuple. C'est un régime qui n'a pas changé, Il a changé de veste, mais il n'a pas changé de nature. On ne pourra jamais parler d'indépendance de la justice en dehors d'un état démocratique, d'un état de droit. Très bien. Mais comment peut-on donc arriver à cet état de droit, Maître Aïssa Rahmoun? On a vu bien sûr le Hirak, la révolution du Souris, mais là, beaucoup d'observateurs qui suivent donc ce qui se passe en Algérie parlent que le régime est en train d'appliquer sa feuille de route, si on peut dire ça, et il est en train aussi d'aller vers un autre forcing, donc ce référendum de la Constitution qui sera tenu le 1er novembre. Comment peut-on donc essayer de créer ce rapport de force? Est-ce que vous pensez que ce genre de révolte, et là je parle bien sûr des avocats, qui peut toucher d'autres corps, peut relancer donc ce rapport de force et obliger le régime à accepter les revendications du peuple algérien? Je pense qu'on ne peut pas dissocier le fonctionnement de la justice, l'implication de la défense des avocats dans le processus de la construction d'un État de droit, d'un État démocratique. Vous savez, on a raté 2 pistes assez importantes. Un processus dans tous les pays du monde, quand il y a révolte, quand il y a révolution, quand il y a protestation élargie dans les sociétés, on finit par des processus de transition. Et les processus de transition, on a des exemples un peu partout dans le monde. On doit inventer notre propre processus de transition par la voie législative, par la voie constitutionnelle, par toutes les voies possibles, à la seule condition que des pourparlers, que des dialogues, que des négociations s'initient dans la société. On est en face d'un régime. Écoutez, les histoires de constitution dans le monde, en général, il y a 2 types de constitutions. Les constitutions inclusives, c'est les constitutions les عندها التوافق اللي عندها إجماع وطني qui crée un deuxième sens, un deuxième saut d'un État, un passage d'un État de non-droit à un État de droit. L'occasion est ratée par Tebboune, le chef de l'État, et par le régime actuel à l'occasion de ce référendum constitutionnel qui consacre réellement la dictature, qui consacre l'autoritarisme. Ce type de constitution, c'est ce qu'on appelle les constitutions consensuelles, sont l'apanage, sont la construction des pays de l'Europe nordique principalement, contrairement aux pays comme la France et comme l'Italie, comme le monde arabe, où c'est des constitutions qui règlent des comptes, qui arrangent des situations à l'intérieur du régime, mais pas avec le peuple. On est dans ce deuxième cas de figure. Très bien. Donc réellement, le régime a loupé, a raté 2 occasions les plus importantes. L'occasion du Hirak, le processus de transition démocratique négocié avec le régime, et ils sont en train de rater la deuxième version d'un changement, d'une transition par voie référendaire, qui est la Constitution, qui ne consacre aucunement une constitution inclusive, une constitution d'al-wifaq al-watani ou d'al-ijma' al-watani. Restez avec nous, Maître Aïssa Rahmoun. On va reprendre Mohamed Lamine Marnine qui est de retour. Mohamed Lamine Marnine, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Nasser. Très bien, ça s'est coupé, Mohamed Lamine Marnine. Si vous voulez continuer votre idée, bien sûr. Vous avez parlé en fait, que... Moi,
allez-y, Mohamed Lamine Marni. Je voulais dire, en fait, moi je voulais dire que quand on parle d'un état de droit ou quand on revendique une justice indépendante et libre, quand on voit des dépassements auprès de Ouyahia ou d'un homme d'affaires qui ont fait un peu l'époque de Bouteflika, et on est content, contrairement, c'est-à-dire à un dépassement qu'un détenu d'opinion a subi, là, c'est-à-dire que ce n'est pas normal, c'est-à-dire même pour les hiérarchistes. Là, si on doit revendiquer une justice indépendante, il faut que ça soit pour tout le monde. Et si on doit critiquer la justice, on doit la critiquer quand elle ne fait pas ses fonctions, quand elle fait la justice de téléphone pour tout le monde. Maintenant, on est en train de voir que les hommes d'affaires et les responsables qui ont fait ceux qui ont été sacrifiés justement pour que le plan qu'ils ont fait afin de faire passer le vote du 12-12. Maintenant, quand on voit comment ils sont en train de les traiter, c'est-à-dire comment ils sont en train de traiter leurs affaires, moi personnellement, on voit qu'il y a des dépassements. C'est-à-dire un avocat qui a demandé le report d'une affaire, je pense que la législation ou la Constitution lui autorise ou bien, c'est-à-dire il est de son droit qu'il y ait un report. Donc moi je pense qu'il faut reporter, mais c'est-à-dire exiger que l'homme d'affaires ou le responsable emprisonné soit jugé juste parce que tout simplement il y a des calculs politiques. Là, c'est-à-dire on n'est plus dans une justice indépendante et que tout le monde doit la critiquer. C'est-à-dire on ne doit pas être d'accord avec ces pratiques juste parce que là, c'est les symboles qui ont fait l'époque Bouteflika qui sont en train de juger. Mais quand on touche à un détenu d'opinion, on va critiquer et vice-versa. C'est-à-dire, c'est ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi j'ai vu, c'est-à-dire, dans le sit-in des avocats, il y avait tout le monde qui était présent, c'est-à-dire... Et ça, c'est une bonne chose, Mohamed Lamine, non? Oui, bien sûr, c'est-à-dire à la limite que tout le monde commence à comprendre que la solution, c'est d'aller vers une justice indépendante, vers une justice libre, vers une justice où le juge sera le seul à prendre la décision selon, bien sûr, c'est-à-dire selon sa conscience avant tout, selon sa conscience et bien sûr selon la Constitution et les lois. Très bien, restez avec nous, Mohamed Lamine Marni. On a été rejoint par Zoubida Assoul, qui est avocate, présidente de l'UCP depuis Alger. Maître Zoubida Assoul, bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nasser, merci pour l'invitation et je salue vos autres invités. Merci, Maître Zoubida Assoul. Maître Zoubida Assoul, votre réaction, vous étiez ce matin donc, dans ce rassemblement des avocats. La colère était là, des slogans qui disaient Qudat Ta'limat, al-Muhami la yuhan, Dawla Madaniya Mashi Askariya. Qu'est-ce que cela signifie, cette révolte? Qu'est-ce qu'elle signifie, Maître Zoubida Assoul? Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas une révolte, c'est beaucoup plus de tirer carrément la sonnette d'alarme sur les abus, sur le non-respect du droit de la part des avocats et les avocats d'Alger, puisque beaucoup de procès se passent à Alger, mais les dépassements existent dans toutes les juridictions et par ailleurs dans les autres régions du pays. Aujourd'hui, nous sentons en tant que défense que le droit à la défense est devenu vraiment aléatoire avec les pratiques du pouvoir et ça, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter. On ne peut pas se taire devant l'arbitraire. Mais nous, de toutes les manières, vous le savez, en tant que collectif des avocats, ça fait plus d'1 an qu'on défend les détenus d'opinion, les détenus du Hirak, les jeunes, les moins jeunes, tous les gens qui ont été poursuivis, emprisonnés. Et il y a d'autres poursuites aussi, parce que nous avons considéré qu'il y a quand même une escalade dans la répression, une escalade dans l'instrumentalisation des institutions de l'État, notamment les institutions sécuritaires et la justice. Si l'avocat aujourd'hui ne peut même pas user de son droit qui est consacré par la Constitution en tant que défendeur des droits des citoyens et de leur liberté, je ne sais pas qu'est-ce qui reste. Alors, on ne peut pas se taire sur quelque chose comme ça. Beaucoup de gens peut-être croient que c'est juste parce qu'il s'agit du bâtonnier, non.
Je pense que l'incident qu'il y a eu avec le bâtonnier d'Alger, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Très bien. Vous avez parlé d'escalade, Maître Zoubida Assoul, et bien sûr, en préparant cette émission, on a appris que Khaled Tazarat, l'ex-député, a été condamné à 1 an de prison ferme. Quelle est votre réaction, Zoubida Assoul? Oui, de toutes les manières, comment voulez-vous accepter de telles condamnations? On sait très bien que depuis le départ de Bouteflika et depuis les premiers mois, quand le pouvoir en place a décidé de commencer à faire des poursuites pour essayer d'arrêter la marche de la révolution pacifique, il y a eu une orientation politique, c'est de poursuivre toutes les personnes qui demandent le changement de ce système, toutes les personnes qui sont actives sur le terrain et qui réclament l'état de droit, qui réclament l'indépendance de la justice. Aujourd'hui, vraiment condamner un ancien parlementaire qui juste n'a fait qu'exprimer son point de vue, qui est consacré par la Constitution, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de la presse. On condamne aujourd'hui des journalistes, on condamne des anciens parlementaires, on condamne des jeunes hirakistes qui écrivent sur leur... Et on interdit à un parti politique agréé. Et voilà. Que cela signifie pour vous, Maître Zoubida Assoul? Est-ce que c'est des signes de faiblesse de la part du régime? Maître Zoubida Assoul? On me dit qu'on a perdu Maître Zoubida Assoul. Je vais revenir à Nabil Ismail. Nabil Ismail? Maître Nabil Ismail, est-ce que vous êtes avec nous? On me dit que Maître Nabil Ismail n'est pas avec nous. Maître Issa Rahmoun, comment vous voyez les choses évoluer dans ce contexte où l'accentuation, bien sûr, de la répression est là, et les procès, les condamnations qu'on est en train de voir. Et bien sûr, il y a aussi des signes qui disent que les Algériens vraiment ont peur pour l'avenir de notre pays. Comment vous voyez les choses évoluer, Maître Issa Rahmoun? Écoutez, avec tout ce qui se passe, la question qui se pose, est-ce que les Algériens, est-ce que le régime algérien a vu la déferlante humaine du 22 février venir? Est-ce qu'il a vu tous les vendredis défiler en millions d'Algériens dans les rues de toutes les wilayas du pays? Personne n'avait prédit ça, en fin de compte. Et vous savez, personne ne pourra prédire l'avenir et la colère du peuple algérien. Est-ce que vous pensez, Maître Issa Rahmoun, qu'on est toujours dans les mêmes pratiques? Quand des voix s'élèvent, bien sûr, ils parlent d'une nouvelle Algérie, d'une nouvelle gouvernance, d'une nouvelle ère. Est-ce qu'on est toujours dans les mêmes pratiques, vous pensez? On est pire que les anciennes pratiques. Écoutez, 20 ans de règne de Bouteflika, on n'a pas vu autant d'activistes, autant de militants politiques, autant de militants des droits de la personne humaine pénétrer ou visiter les geôles des services de sécurité ou les centres de détention ou les maisons d'arrêt. Ce qui arrive actuellement est trop grave. Et on est passé d'un système autoritaire qui, avec une façade démocratique, à un système dictatorial réellement. Et on a reculé. C'est une régression en matière de droit, en matière de liberté, en matière de liberté d'expression, d'opinion, dans tous les droits et dans toutes les libertés. Donc réellement, le peuple algérien, ce que le régime n'arrive pas à comprendre, le peuple algérien est capable du meilleur comme du pire. La diaspora aujourd'hui, c'est très important de le rappeler, échappe au régime. Actuellement, avec les nouvelles technologies, avec les réseaux sociaux,
tout citoyen, tout jeune Algérien est journaliste citoyen avec ce qu'il fait comme travail d'investigation, avec toutes les vidéos qui circulent à gauche et à droite. Et c'est pour cela que je vous dis que personne ne peut prédire le volcan algérien. Algérien, parce que le régime, il ignore une chose, c'est que le peuple est résolument décidé à en finir avec le système. Très bien, restez avec nous, Maître Issa Rahmoun. Je pense qu'on a de Zoubida Assoul et de retour. Maître Zoubida Assoul, on a été coupé, Maître Zoubida Assoul. Ça nous arrive souvent ces jours-ci. Je ne sais pas ce qui se passe en Algérie, mais le réseau, apparemment, c'est comme le champ magnétique et comme le champ politique en Algérie. Maître Zoubida Assoul, vous étiez en train, donc, vous étiez sur votre analyse, si vous voulez continuer. Oui, c'est pour ça que moi je parle d'escalade, parce que vraiment chaque jour, chaque semaine, on observe que le pouvoir va vers vraiment une escalade de plus en plus féroce contre les libertés. Quand aujourd'hui l'exercice de la pratique politique ou syndicale... Est-ce que cela est inquiétant pour vous, Maître Zoubida Assoul? Est-ce que cela est inquiétant pour vous? Ah, tout à fait. Nous l'avons exprimé clairement. Nous sommes très, très inquiets parce que chaque jour, nous recevons un nouveau lot, justement, de répression contre les libertés et toutes les formes de liberté. Ça a commencé par la presse, ça a commencé par la liberté d'expression, la liberté d'opinion et maintenant la liberté de la pratique politique, syndicale. Et aujourd'hui, vraiment, on est très inquiets parce que on remarque la volonté de l'actuel chef d'État que d'aller toute ta vie contraire à sa démarche, à sa feuille de route, n'a pas le droit de s'exprimer. Vous remarquez que les médias sont fermés, totalement fermés à l'opposition. Il n'y a pas eu de débat contradictoire, même sur ce projet de constitution. Quand aujourd'hui vous remarquez que les avocats qui devraient, eux, de fait, être membres justement dans le Conseil supérieur de la magistrature parce qu'ils font partie de la famille judiciaire sont exclus, alors que d'autres gens qui font partie d'autres pouvoirs sont dans la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Vous comprenez clairement qu'on n'a pas envie que la justice devienne indépendante. La deuxième des choses, c'est qu'il y a une nouvelle option du chef d'État, c'est qu'il a voulu carrément éliminer les partis de l'opposition de la scène politique et il a opté pour ce qu'il appelle lui aujourd'hui la société civile, alors qu'il est en train de chercher de la clientèle pour asseoir son pouvoir. Donc aujourd'hui, le décor est vraiment annoncé et placé et plaqué et on le remarque chaque jour. On le remarque chaque jour. Nous sommes très, très inquiets. Zoubida Assoul, on le remarque chaque jour. Je vais essayer d'aller à notre point dans cette émission. Il ne me reste pas beaucoup de temps, malheureusement. Mais le discours de Tebboune, Zoubida Assoul, devant l'Assemblée générale des Nations unies, qui exposait donc, tout ce que le pays vit en interne. En se faisant un plaidoyer concernant donc, les pseudo-réformes et qu'il est en train d'initier. Pourquoi, quand on s'adresse donc à l'Assemblée générale des Nations unies, on parle de la Constitution, de la révision de la Constitution, du référendum, et que voilà ce que l'Algérie est en train de faire à l'interne, qu'elle est en train de faire des réformes pour bâtir donc une vraie démocratie. On va essayer d'entendre ce qu'a dit Tebboune, Zoubida Assoul, et je vais revenir à vous. السيد الرئيس، تسير الجزائر اليوم بخطى ثابتة نحو ترسيخ دعائم الديمقراطية وتكريس دولة القانون والعدالة الاجتماعية عقب التغيير الديمقراطي المنبثق عن حراك سلمي حضاري مبارك والذي أفضى إلى تنظيم انتخابات رئاسية شهر ديسمبر 19 كرست سيادة الشعب الجزائري وحرية اختياره وقراره.
وقد قطعت الجزائر خلال الأشهر الماضية بالرغم من الظرف الصحي الصعب أشواطا في مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سبيل بناء جزائر جديدة قوية آمنة ومزدهرة. وفي هذا السياق ستنظم الجزائر في غرة نوفمبر القادم استفتاء على مشروع تعديل الدستور لوضع أسس نظام سياسي ديمقراطي. Maître Zoubida Assoul, est-ce que vous avez entendu donc le discours de M. Tebboune et qu'est-ce qu'il cherche à travers ce plaidoyer qui concerne donc la politique interne de l'Algérie et là je parle bien sûr donc d'un discours qui est destiné donc à l'Assemblée générale des Nations Unies. Je pense que son discours est dans la lignée du pouvoir, dans les pratiques du pouvoir habituel, parce que rappelez-vous quand Bouteflika n'a pas voulu quitter le pouvoir et qu'il avait envoyé des émissaires à travers plusieurs capitales du monde pour expliquer le bien fondé d'un éventuel prolongement de son 5e mandat. Donc le pouvoir algérien s'assoit sur une légitimité qu'il cherche à l'extérieur. Il ne cherche pas la légitimité populaire, il veut asseoir une légitimité qu'il n'a pas à l'intérieur du pays de la part des citoyennes et des citoyens algériens, mais il va à la recherche de cette légitimité à l'extérieur. D'abord, je pense que c'est malvenu. Moi qui m'intéresse beaucoup à ce qui se passe aux Assemblées générales des Nations Unies, les discours des chefs d'État, c'est une assemblée annuelle dans laquelle on parle de la géostratégie, des problèmes Tout qui à fait. concernent Alors qu'on a beaucoup de problèmes, surtout les pays voisins. On parle du Sahel, on parle de la crise libyenne, on parle... La Libye... les problèmes de la pandémie, la solidarité internationale, le vaccin, le nouvel ordre, la réforme du Conseil de sécurité, enfin des choses qui intéressent le monde. Mais voilà que... Est-ce que vous pensez que donc c'est une recherche de légitimité de l'international, alors qu'on sait très bien que le Conseil des droits de l'homme a émis bien sûr des condamnations face à la condamnation de Khaled Dararni, qui n'était pas du tout acceptée du côté algérien. Oui, je pense qu'il y a un côté de cela aussi. C'est une réponse aux experts, au groupe d'experts des droits de l'homme qui ont justement saisi les autorités algériennes pour demander à ce que la loi soit appliquée dans l'affaire de Khaled Dararni et qu'il soit libéré parce qu'il n'a commis aucune infraction pour laquelle il mériterait d'être poursuivi, encore moins d'être condamné pour 2 années de prison ferme. Donc moi je pense que c'est une faiblesse, c'est encore une fois la souveraineté dont nous parle M. Tebboune et tout le système en place qui à chaque fois, quand nous à l'opposition on veut parler des problèmes de l'Algérie et en Algérie et entre les Algériens, ils disent que nous sommes l'Ayad el-Kharijiyya et qu'eux, ils se permettent, parce qu'ils sont au pouvoir, d'aller devant le concert des nations, donc les Nations Unies, pour parler des problèmes internes, de la Constitution. D'abord, c'est un signe de faiblesse parce que si tu avais la démocratie dans ton pays, si tu avais le respect des droits de l'homme dans ton pays, si tu avais le respect des libertés dans ton pays, je pense que les experts des Nations Unies n'allaient pas t'envoyer une mise en demeure sur le non-respect des libertés. Donc aujourd'hui, la meilleure preuve du respect de tout ça, de la construction de la démocratie, de cette nouvelle Algérie dont il parle, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs cette nouvelle Algérie, alors que l'Algérie existe depuis des millénaires. On a besoin d'avoir une Algérie meilleure, on a besoin de construire l'Algérie démocratique, un état de droit. On a besoin de construire l'Algérie des libertés. On n'a pas envie de construire une Algérie nouvelle parce que l'Algérie a une histoire, elle a un passé. On ne peut pas l'effacer comme ça pour construire une Algérie nouvelle, mais par contre, on a envie de construire une Algérie basée sur les institutions, une Algérie où le citoyen est libre de son pays, où il exerce toutes ses libertés sans aucune contrainte, mais aussi une Algérie où les citoyens choisissent leurs dirigeants en toute liberté, en toute transparence.
Très bien. Merci, Maître Zoubida Assoul. Il ne me reste pas beaucoup de temps pour les autres invités. Très rapidement, Mohamed Lamine Marnine, sur cette question, le discours donc, de Tebboune devant l'Assemblée générale des Nations unies, qui expose bien sûr ce que notre pays est en train de vivre en interne. On me dit qu'on l'a perdu. Donc la question est pour Maître Issa Rahmoun. À vous, Maître Issa Rahmoun. Maître Issa Rahmoun? Oui. Oui, je suis là. Est-ce que vous avez entendu ma question? Oui, bien sûr. Allez-y, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Je me permets de relayer, il y a un aspect psychologique à étudier dans cette déclaration. L'aspect psychologique, c'est que réellement le chef de l'État reconnaît, lui qui était chef du gouvernement du temps de Bouteflika, qu'on n'était pas dans une démocratie. Et que toutes les réformes qu'il propose, que tout le processus du régime imposé aux Algériens, pour lui, est un passage d'un état de non-droit, de non-démocratie à un état démocratique. On ne peut pas bâtir une nouvelle Algérie avec de vieilles figures, avec de ceux qui ont fait l'apogée de la dictature, de l'autoritarisme, de la dilapidation des biens sociaux du peuple algérien. Ça, c'est une première observation. Deuxième observation, ça me rappelle réellement le discours qu'avait tenu l'ancien chef de l'État, Ben Salah, devant Poutine. Devant Poutine, où il a assuré Jinan Nutam'inakum an Masar Doustouri. Ça me rappelle soudainement cette déclaration. Et du coup, comme disait Karim Tabou, notre régime est prêt à tout céder à l'extérieur pour plus contrôler à l'intérieur. Ils sont dans cette logique. La légitimité d'un pouvoir, qui se respecte, se crée par la légitimité populaire. Comme disait Mouloud Hamrouch, il faut avoir le pouvoir de négociation. Et le pouvoir de négociation, c'est la légitimité populaire sans aucune autre légitimité. Merci, Maître Issa Rahmoun. Nabil Esmaïl, le dernier mot, s'il vous plaît, sur cette question. Nabil Esmaïl. Oui. Bon, moi, je dirais que je pense que c'est vraiment scandaleux à partir du moment où nous ne sommes plus dans les années 70. Tout le monde sait, la diaspora, le travail que fait la diaspora n'arrête pas de jeter le discrédit sur le pouvoir algérien. Alors venir tenir un tel discours devant les Nations Unies pour dire que ça y est, nous allons asseoir la démocratie, l'état de droit, alors que les citoyens sont en prison parce qu'ils essayent de prouver et de réclamer leur droit à la citoyenneté, ça trompe qui? Malheureusement, c'est un discrédit en plus. Comme vient de le préciser Maître Issa Rahmoun, la rue était en pleine effervescence quand Ben Salah est parti rassurer les Russes. Donc, à qui veut-on encore mentir? Les Nations Unies ont adressé un courrier virulent envers le pouvoir algérien pour dire que la dépêche de l'APS est archi faux. Mais qu'est-ce qu'on veut? Je reprends toujours avec l'expression merci. Il y a quand même une limite à ne pas franchir. Merci, Maître Nabil Esmaïl. Désolé, on est arrivé à la fin de cette émission. Merci à vous, Maître Nabil Esmaïl, avocate et militant des droits de l'homme. Merci à Maître Zoubida Assoul, avocate et présidente de l'UCP, qui est avec nous depuis Alger. Merci à Maître Issa Rahmoun, avocat et vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, qui était avec nous depuis Alger aussi. Et Mohamed Lamine Marnine, journaliste. Ya'tikoum Saha. Merci d'avoir suivi donc cette émission. Et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Bqaw ala khayr.